Voilà, et donc cette avant-dernière journée, oh là là, comme la semaine passe vite, nous sommes toujours ici au centre minier de Leward et nos invités justement sont nos hôtes puisque Stéphane et Caroline vont nous raconter un petit peu la genèse déjà de ce musée et comment ils accueillent à la fois les groupes et les personnes en situation de handicap également, puisque tout le monde peut avoir accès aux visites. On commence par qui ? Caroline ou Stéphane ? Sur l'histoire. Sur l'histoire, Eh allez. ben, allez-y alors. Parlez-moi un petit peu de cette genèse. Alors, le centre historique minier a ouvert au public en 1984, donc c'est déjà une belle histoire. C'est l'entreprise Les Houillères qui ont souhaité conserver une fosse en l'état pour l'ouvrir aux générations, devenir le témoin pour les générations futures de cette épopée minière qui a duré près de 3 siècles dans la région. Donc petit à petit, le site a pris la configuration qu'on lui connaît aujourd'hui. Les galeries ont été ajoutées, la verrière des machines est venue enrichir le carreau, les visites ont évolué et puis on s'est rendu compte il y a quelques années qu'il y a quand même une partie du public qui avait moins facilement accès à ces différents bâtiments puisqu'on est sur un site industriel, hein, vous le voyez devant nous, pas spécialement adapté pour l'accueil de public. Et donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, une cellule accessibilité a été créée à l'intérieur même de la structure qui réunissait plusieurs services. Communication, médiation, accueil du public, restaurant, de façon rendre, en fait, accessible voilà, au de plus grand pouvoir nombre. rendre accessible au plus grand nombre ces différents bâtiments industriels. Alors aujourd'hui, ce ne sont pas que des individuels qui viennent, on peut aussi venir en groupe, d'ailleurs que l'on soit valide ou pas, hein, mais vous accueillez des groupes. Comment ça se passe justement pour les accueils de groupes ? Ils viennent passer la journée avec la possibilité d'une restauration sur place. Oui, c'est ça. On peut tout à fait passer une journée au centre historique minier. Il y a de quoi faire. Hein. Si vous avez fait la visite vous-même, vous avez pu le constater. Il y a un restaurant sur place qui est parfaitement accessible, qui est ouvert tous les jours d'ouverture du musée. Donc tous les jours de l'année, on est ouvert 7 jours sur 7. Et l'ensemble du site est aujourd'hui parfaitement accessible à tous. Alors moi, ce qui m'a impressionné et m'a véritablement donné l'envie aujourd'hui de revenir faire cette émission chez vous, c'est justement le témoin. Vous avez réussi en fait à nous faire vivre quelques décennies en arrière. Moi, en visitant la première fois votre musée, j'en ai eu des frissons parce que je pensais à mon grand-père qui est passé lui aussi peut-être même dans cette fosse ou dans une autre, et j'entendais quand j'étais gamin des repas de famille où est-ce qu'on parlait de copains que mon grand-père avait connus et qui étaient morts d'un coup de grisou, que ses affaires, pour pouvoir les sécher, elles étaient accrochées dans une salle qu'on appelait la salle des pendus. Et en fait, c'est tous ces instants de vérité que vous nous faites revivre à travers la visite, qui sont en fait témoins véritablement d'un passé qui n'est pas si loin, parce qu'on a tous quelque part, enfin en tout cas pour nous qui sommes issus ici du milieu Nord-Pas-de-Calais, on a de près ou de loin de la famille, des amis ou des connaissances qui ont été des mineurs. Et d'avoir repris justement toutes ces séquences, je veux dire, c'est un grand moment. Ça s'est passé comment, Stéphane, pour justement choisir tous ces moments d'émotion ? Déjà, merci pour votre retour sur notre structure. Effectivement, ça a été un travail un petit peu colossal pour réussir ce challenge. Maintenant, on a des éléments qui ont facilité quand même tout ce travail. Le premier élément, c'est le site lui-même. On a eu la chance de pouvoir installer donc, le musée sur une ancienne fosse. Qui était fermé depuis combien de temps ? Donc fermé en 71.
D'accord. Donc très tôt, on conserve le site dans l'optique de le préparer et donc de le valoriser. Hein. Donc dès sa fermeture, on dépêche une équipe de mineurs pour continuer à entretenir le site et de préparer une ouverture d'une structure culturelle, donc qui est aujourd'hui le centre historique minier. Un des atouts qui a permis ce que vous disiez tout à l'heure de plonger le public au plus près de la réalité, c'est effectivement notre galerie de mine. On a un circuit qui fait 450 mètres qui permet au public de découvrir un monde effectivement un monde dont on a entendu beaucoup parler à la maison, hein, vous le disiez vous-même tout à l'heure, mais un monde qui était pour la plupart inaccessible, à part le papa ou le frère qui ont pu travailler à la mine. C'est aujourd'hui, grâce à cette galerie de mine, chacun peut visualiser un petit peu les récits qu'on a pu entendre de la famille, effectivement. Ensuite, des expositions aussi, et notamment l'exposition La vie dans la cité minière, qui vont replonger le public dans la cité, avec la reconstitution d'un intérieur minier, avec la reconstitution d'un estaminet, voir un petit peu les rôles de l'estaminet, rôle social. Donc tout ça fait que le visiteur est plongé vraiment dans cette histoire minière qui, comme vous le disiez tout à l'heure, n'est pas si lointaine. Et même des corons, puisqu'on retrouve également une explication sur comment vivaient les mineurs entre eux, et surtout les femmes de mineurs pendant que leur mari était à la fosse, les relations sociales qu'il y avait à l'époque. En fait, c'était le Facebook de l'époque. On sortait dans le coron et puis on allait chez la voisine d'à côté où est-ce qu'il y avait toujours une tasse de café chez Rochefiu. Exactement. Et puis on racontait un petit peu ce qui se passait la veille. Mais c'est très important et je vous dis, c'est vraiment important pour nous aujourd'hui d'être là parce que c'est la mémoire vivante de ce qu'a été aujourd'hui une partie de notre vie à nous les gens du Nord, quoi. Ah oui, tout à fait, hein. Chaque famille de la région, hein, j'extrapole un peu, mais chaque famille de la région a une histoire plus ou moins proche, plus ou moins lointaine avec cette culture minière, hein. Au plus fort de l'activité, il ne faut pas oublier qu'au plus fort de l'activité, dans le bassin, j'ai plus de 200 000 mineurs qui y travaillent, hein. Donc on a tous... Exactement, avec un territoire, vous avez parlé des cités minières, des corons, on peut parler des terris, des cavaliers. On était la semaine dernière justement à Neux-les-Mines, qui eux aussi ont réhabilité une ancienne fosse fermée en 1964 en la transformant effectivement en piste de ski. Mais c'est tout ça. Donc à l'origine de cette création, donc en fait c'est les mines, les houillères qui ont souhaité en fait créer cet espace culturel. Mais depuis c'est toujours eux qui sont à l'origine du projet, ou depuis ça a été transformé en fait en... Alors ce sont effectivement les houillères qui sont à l'origine du projet dans les années 70, comme je le disais tout à l'heure, qui ont décidé de maintenir un site en l'état pour accueillir un futur musée. Mais le centre historique minier, d'abord, ce n'est pas qu'un musée, hein, c'est ce que les gens retiennent, mais c'est 3 structures véritablement en fait. Donc il y a le musée que chacun connaît, un centre d'archives puisqu'on a hérité de l'ensemble des archives des houillères qui avaient eux-mêmes hérité des archives des compagnies minières. Donc voilà, on conserve et on valorise l'ensemble de ces archives. C'est un fonds absolument considérable de plus de 2,5 km linéaires, des plans, enfin des choses très très anciennes. On a plus de 500 000 photos. Donc un fonds considérable sur lequel nous pouvons nous appuyer pour des expositions, pour différentes manifestations, mais qui est aussi ouvert à tout à chacun, aux chercheurs, au grand public, si quelqu'un veut, aux universitaires, absolument. Donc ce sont les houillères qui ont souhaité conserver ce site, qui ont constitué l'association du centre historique minier qui a ouvert donc le musée en 84. Alors le musée a ouvert en 84, l'association a été créée en 1982. Et donc nous n'avons changé de statut qu'il y a très peu de temps, il y a 5-6 ans, puisque le statut associatif n'était plus vraiment adapté à la structure. Donc on est maintenant un établissement public.
Mais les houillères ont très longtemps fait partie du conseil d'administration, au même titre que les syndicats mineurs. Donc vraiment un ancrage de l'entreprise dans le fonctionnement du musée. On sent qu'ils sont toujours présents dans l'esprit, en tout cas. Alors, ils sont toujours présents dans l'esprit, bien que ce ne soit pas un musée d'entreprise. C'est vraiment un musée de l'histoire des mines de ces 3 siècles d'activité minière dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Donc, en fait, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est un musée qui reprend ce qu'étaient les mines en règle générale et pas seulement la mine de Leeuwarden. C'est ça, voilà. Absolument. C'est un musée qui doit montrer aux générations, à tout type de public, donc à la fois un public régional qui connaît un devoir peu, de mémoire. C'est tout à fait le devoir de mémoire, et puis qui permet une lecture aussi du territoire. On vient chercher des réponses chez nous, hein, pourquoi, que sont ces terris qui façonnent le territoire, pourquoi il y a des cités minières. Quand des gens quand des visiteurs quittent le musée en disant je comprends pourquoi la France d'aujourd'hui a cette économie, comment on s'est redressé après la Seconde Guerre mondiale, comment l'économie française a été redressée grâce à la bataille du charbon gagnée par les mineurs. Voilà, on se dit qu'on a réussi et qu'on a véritablement réussi dans notre mission d'explication. Alors, je ne sais pas lequel des deux va pouvoir me répondre, mais en fait, on en est arrivé comment à la fermeture des mines? Parce qu'il n'y avait plus de charbon disponible ou tout simplement parce qu'on a décidé qu'il y aurait une autre alternative au charbon? Alors absolument pas. En 270 ans d'exploitation dans le bassin, les mineurs ont sorti du sous-sol, si je puis dire, ont extrait du sous-sol à peu près 2,4 milliards de tonnes. C'est même pas le tiers de ce qu'il y a donc dans le sous-sol du Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi on a arrêté cette exploitation? Cette exploitation n'était plus rentable. Dès les années 60, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès les années 60, le charbon français est subventionné. En clair, ça coûte beaucoup plus cher à produire qu'à vendre. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais vous donner un exemple qui est assez révélateur, assez marquant. Lorsqu'on ferme les dernières mines dans la région, une tonne produite en France, ça coûtait 97 $. À la même époque, on achète une tonne en Afrique du Sud, on la transporte ici par bateau et on s'acquitte des taxes douanières, ça revenait à 33 $, 3 fois moins cher. Donc dès les années 60, il y a un programme de fermeture progressif des mines qui est lancé. Pourquoi progressif? Il ne faut pas oublier que les mines ont été nationalisées en 1945. On ne peut pas fermer toutes les mines d'un seul coup. Je dois reconvertir le personnel, je dois reconvertir les sites. Et puis aussi, on a encore besoin du charbon produit sur le sol national. Donc, on va fermer progressivement les puits. À l'origine, le plan prévoyait une fermeture des mines du Nord-Pas-de-Calais au début des années 80. Bon, les chocs pétroliers des années 70, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 80 a changé un peu la donne. Et donc, ce qui fait que la dernière mine de la région fait fermer le 21 décembre 1990. Oui, mais enfin, les fermetures des mines, ça a été une casse sociale, quoi. Alors, une chance qu'ont eu les mineurs français par rapport à d'autres mineurs européens, c'est que les mines avaient été nationalisées. C'est-à-dire qu'il y a eu un plan qui a été mis en place pour essayer de reconvertir le maximum de personnes. Donc on a implanté, par exemple l'État a implanté des entreprises en plein cœur du bassin minier pour permettre aux mineurs de retrouver un emploi. Vous avez une industrie automobile, une grande marque automobile française qui s'est installée à Douai, c'est pas par hasard. L'imprimerie nationale s'est imprimée dans le Douaisis, tout près d'ici, c'est pas un hasard. On est en plein cœur du bassin minier. Certains mineurs ont été reconvertis dans d'autres bassins miniers. On a des mineurs de la région qui ont été reconvertis dans le bassin lorrain ou dans le bassin du centre-midi. On a essayé d'apporter à tout un chacun des solutions pour essayer de reconvertir, reclasser l'ensemble des personnels. Alors, venez nous expliquer, et je comprends très bien que c'est pour des raisons financières, mais aujourd'hui, on voit justement ce qui se passe aux portes de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait peut-être pas content de pouvoir, en fait, d'être autonome sur notre énergie et de pouvoir continuer à avoir notre propre charbon ? Alors ça, c'est une question qui est récurrente de décennie en décennie. Vraiment, la question énergétique, c'est vraiment une question de société. Elle était déjà posée il y a 100 ans, elle l'est toujours aujourd'hui.
Sauf qu'il y a 30 ans, quand ils ont décidé d'aller chercher du charbon ailleurs, on ne parlait pas de la taxe carbone comme aujourd'hui. Exactement. Voilà. Donc là, il ne faut pas oublier... Et de l'impact sur l'environnement. Je pense qu'aujourd'hui, ça commence à faire beaucoup entre l'impact sur l'environnement, entre la casse sociale que ça a engendré et également le fait que nous ne soyons plus un pays autonome en matière première. Par rapport à l'énergie, bien entendu, je pense que ça commence à faire beaucoup de choses qui peuvent peut-être nous amener à regretter d'avoir fermé les mines. Alors, je suis je ne suis pas le ministre de l'industrie et de la production charbonnière, comme on pouvait l'appeler à une époque. En tout cas, il n'est pas question de les rouvrir. Déjà, je pense que c'est extrêmement compliqué vu le contexte aujourd'hui. Vous avez parlé d'impact sur l'environnement. Il ne faut pas oublier que c'est l'énergie non renouvelable qui émet le plus de gaz à effet de serre. Il ne faut pas oublier les conditions. Vous avez parlé de casse sociale. Attention, il ne faut pas oublier, vous avez visité le centre, il ne faut pas oublier les conditions dans lesquelles est effectué ce métier, parce que nous avons dans le bassin minier une géologie qui est extrêmement compliquée, qui ne permettait pas une mécanisation importante. Donc c'était une industrie de main d'œuvre. Donc faire travailler des ouvriers dans 80 cm ou 1 mètre pendant 8 heures, c'est quand même pas simple avec les dangers. Vous avez parlé de coups de grisou tout à l'heure, on peut parler des éboulements, on peut parler du manque d'air. Il faut pas oublier... Et les maladies pulmonaires qui sont apparues après. Voilà, la silicose, l'anthracose, etc. Il ne faut pas oublier que... pendant des générations, dans la région, nous étions mineurs de père en fils. C'était plus vraiment le cas à partir des années 50-60. On a fait venir de la main-d'œuvre. Et effectivement, dans les derniers puits, certains puits de la région, lorsqu'on a fermé, la population ouvrière était composée à 80% de main-d'œuvre étrangère. Donc, vous voyez, le mineur est passé d'un statut où il a été élevé au niveau de héros de la nation lorsqu'il a fallu, Caroline en parlait tout à l'heure, redresser le pays après la Seconde Guerre mondiale et participer à ce qu'on a appelé, nous, la bataille du charbon, à partir des années 60-70, à un métier qui était plus très valorisant et valorisé. Donc les mineurs ne voulaient plus trop que les enfants à la maison prennent la suite, quoi. Alors, Stéphane, Caroline, pour donner envie aux gens qui nous regardent d'aller justement visiter votre musée, je vous propose, si vous le voulez bien, un petit reportage qu'a fait une mairie de pas loin d'ici, vieille Vendin-le-Vieil. Voilà, Vendin-le-Vieil. Donc on a quelques images, bien entendu, ça va donner une envie, je suis certain, à nos téléspectateurs de venir visiter ce musée. Et on reviendra juste après pour parler des conditions d'accueil quand on est en situation de handicap. Je vous emmène en galerie, découvrir l'évolution des conditions de travail des mineurs dans le XXe siècle, parce que c'est là qu'on a pas mal de changements. Alors on est au centre historique minier, c'est le plus grand musée de la mine en France, musée qui s'est installé donc sur une ancienne fosse, la fosse d'Éloie, dont on peut voir les bâtiments d'origine pour les bâtiments qui sont imbriqués en métal. La fosse d'Éloie a fonctionné 1931-1971, 40 années, pendant lesquelles on a remonté 8 millions de tonnes de charbon, avec au plus fort de la production 800 mineurs qui dévalaient tous les jours pour l'abattage. Alors ce petit train, effectivement, un train de transport du personnel, parce qu'on a dans les galeries, parfois dans les années 60, 5-6 km à parcourir avant d'arriver au front de taille. Et donc on a descendu les trains pour transporter les mineurs et leur faire gagner du temps sur le temps d'abattage. Ici, fin 19e siècle, le mineur n'a qu'un pic comme outillage pour taper dans la roche. Donc c'est tout à la force des bras qu'on va extraire, qu'on va abattre le charbon. Donc il tape dans le mur, le charbon se décroche de la paroi. Il va descendre la pente pour revenir là directement dans le bas. Alors bien sûr, on empêche de tomber n'importe où. On met donc des bois, souvent des barrages temporaires. On va ramener le bois jusqu'au couloir qu'on a là. Et de là, on peut charger la berline qui est juste en dessous. Donc, derrière les mineurs, on a installé un couloir de tôle là, suspendu sur des chaînes. Le mineur va jeter son charbon là-dedans à la pelle au fur et à mesure. Et la machine en fonctionnement va secouer d'avant en arrière. Et par le jeu des secousses comme ça, les pierres vont remonter tout doucement le chantier pour venir tomber ici tout au bout dans la berline.
sur une journée 2 équipes de travail à la suite, une équipe le matin, une équipe l'après-midi. Ces 2 équipes nous enlèvent complètement une bande d'1 mètre de large en charbon sur toute la longueur, 150 mètres de long assez facilement. Notre Galibo là, déjà il arrive à 14 ans. Il a des chaussures de sécurité, des gants, le casque en bakélite ou en plastique dur. Protège quand même davantage que le cuir bouilli qu'on avait précédemment. Lampe frontale sur le casque, la batterie à la ceinture, on éclaire là où on regarde, on avance en même temps que le mineur. Enfin oui, la lampe avance en même temps que le mineur, c'est quand même très pratique. Alors on est là donc sur un chantier donc, des années 70 ou 80. Donc un chantier qui a été électrifié, l'électricité n'arrivant que très tard au fond quand on la maîtrise suffisamment pour isoler complètement les boîtiers de commande et empêcher les étincelles de sortir de ces boîtiers et d'aller provoquer l'explosion de la poche de gaz. Donc c'est pas avant la fin des années 50 qu'on amène l'électricité au fond. Mais par contre quand on l'amène à cette énergie-là, on va amener avec des machines qui vont être très puissantes dans leur capacité d'abattage. On travaille avec des courants forts hein, pour aller faire fonctionner les machines. Et donc c'est dans les plus beaux des chantiers qu'on pourra installer ce genre de machine. Il faut qu'on ait au départ et de la hauteur pour que la machine puisse passer, et ensuite un temps d'exploitation qui soit devant la machine suffisamment long pour rentabiliser le temps qu'on a passé à l'installer. Alors en parlant d'explosion justement, hein, dans les mines, on a en même temps que le charbon un gaz qui s'est formé, c'est le grisou. Le grisou c'est essentiellement du méthane dans la composition. Et si dans le chantier, le grisou a un taux compris entre 5 et 15% dans l'air, à la main l'étincelle, il explose. Bon, c'est un peu plus violent que ça. Destructeur, coup de grisou, quand ça se produit. Hein. Mais le coup de grisou sera aussi souvent suivi parce qu'on appellera un coup de poussier. Donc un coup de poussier, c'est un soulèvement des poussières, une inflammation de ces poussières et une propagation d'incendie de proche en proche dans les galeries. Là, si on a un coup de poussier, on a un effet dévastateur. On a eu un exemple tragique dans la région, 10 mars 1906, dans les mines de Courrières. On a eu un coup de poussier qui a détruit en quelques secondes 110 km de galeries. Et dans la catastrophe, coûté la vie à 1099 mineurs. Ça a été la plus grande catastrophe des mines en Europe, 10 mars 1906. Voilà donc un reportage de la mairie de Vendin-le-Vieil qui date de 2013, c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est toujours d'actualité. Et vraiment, je trouvais que ces images étaient très représentatives de ce que l'on pouvait trouver ici. Bien entendu, on peut également aller consulter votre page YouTube et on retrouvera d'autres vidéos tout aussi intéressantes les unes que les autres. Alors, Caroline, moi j'aimerais qu'on revienne en fait à nos personnes en situation de handicap. Est-ce que tous les handicaps en fait ont été pensés ici pour l'accueil des personnes dites différentes ? Absolument. On a voulu accueillir vraiment tout type de handicap puisque notre mission, c'est de transmettre cette culture minière à tous les publics. Donc voilà. Donc si on les prend séparément, donc comme je vous disais tout à l'heure, on est sur un site industriel, donc pas forcément facile d'accès à tous les niveaux. Donc on a souhaité déjà faire en sorte qu'un public à mobilité réduite, donc pas seulement des personnes en fauteuil roulant, mais aussi on accueille beaucoup de personnes âgées qui marchent avec des cannes, on accueille beaucoup de familles qui ont des poussettes ou des landaux. Donc on a souhaité faire en sorte que tous ces publics puissent déjà cheminer d'un bâtiment à l'autre plus facilement en créant des cheminements en dur qui relient l'ensemble des bâtiments, en créant un cheminement en dur dans les galeries parce que c'était très caillouteux, pas de niveau. Je crois qu'il n'y a que le petit train qui ne doit pas être accessible aux personnes à mobilité réduite, c'est ça ? Alors il y a juste deux espaces qui ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite et donc qui font partie de la visite guidée. Voilà, c'est ça. La passerelle, le triage, criblage. Enfin, c'est cette zone autour de la passerelle et de l'ascenseur. Donc, nous avons tout simplement créé un film en suivant une visite de ces différents espaces. Et donc, le public qui ne peut pas être en capacité de les visiter assiste pendant quelques minutes au film, ce qui leur permet d'avoir exactement la même visite que pour n'importe quel visiteur.
Et donc pour nos handicapés sourds et malentendants, il y a des boucles sonores, il y a des... Alors, comment ça se passe? il y a des boucles sonores qui sont installées à différents endroits stratégiques du site. Nous avons des visio-guides en langue des signes française qui peuvent être proposés. Nous avons des médiateurs qui sont formés à l'accueil en LSF également. Et puis des personnes, une personne au niveau de la billetterie qui est aussi sensibilisée et qui peut pratiquer la LSF. Stéphane, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme dispositif Peut-être pour les non ou malvoyants, peut-être sur des parcours... Alors effectivement, on a travaillé sur les marquages. Donc sur l'ensemble des cheminements, le marquage des vitrages, sur les éclairages aussi des expositions, puisque pour qu'elles puissent être lisibles pour le plus grand nombre. On a des audio guides aussi qui peuvent être prêtés, qui permettent d'avoir une meilleure compréhension des expositions. Caroline a parlé des visio guides. Donc c'est un matériel qui avait été mis en place il y a une dizaine d'années, donc qui souffre d'obsolescence, puisque c'est du matériel qui n'est pas utilisé tous les jours, du matériel technique que ça a besoin d'être renouvelé. Donc on est en train d'y travailler. On est en train de retravailler justement sur la transcription LSF des différents espaces. Alors on a eu, vous voyez, on a fait un audit de ce qui existait, de ce qu'on avait fait il y a une dizaine d'années. Le travail était plutôt intéressant, sauf que la vitesse de transcription était trop rapide, donc on est en train de travailler là-dessus. Et donc là, très prochainement, on aura des nouveaux visio-guides avec des vidéos nettement plus accessibles pour les publics. Pour le plus grand nombre. Voilà, eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier l'un et l'autre pour votre accueil. Il nous reste encore une émission sur votre site demain. Nous parlerons donc des vacances adaptées et nous parlerons également donc du basket en fauteuil avec le Tigers Club. Merci. Merci mille fois de nous avoir permis de poser nos caméras toute cette semaine ici au centre minier. J'espère que nos téléspectateurs en auront appris beaucoup plus sur votre centre et ça leur a donné envie d'aller le visiter. Moi, je vous donne ce conseil, allez-y. Tout seul, en groupe, en famille, allez-y. Merci également donc à la région Hauts-de-France de nous avoir accompagnés sur ce Handi Regional Tour. Merci à l'AGFIP également. Et bien sûr, merci au centre minier de Leward pour son accueil. À demain. Première région automobile. Première région ferroviaire. Première région agroalimentaire. Première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.